Carole Mann, bonjour, je crois que vous êtes, voilà, vous êtes avec nous ce matin sur Radio J. Bonjour. Bonjour. Voilà. Alors, chère Carole Mann, ce matin, avec vous, nous allons parler d'un homme exceptionnel, le mime Marceau. Alors, le mime Marceau et vous, pourquoi ? C'était le cousin germain de ma mère et ils étaient très proches. C'était en somme un oncle. Oui. Et ça m'a réfléchi au mime toute ma vie, toute mon enfance. Bien sûr. Voilà. Vous avez écrit récemment un très très beau livre sur le mime Marceau, dans lequel vous racontez son parcours, son histoire. Combien de temps avez-vous mis à réaliser ce livre et pourquoi ? C'est un livre sur la famille un petit peu et il y a son parcours. J'ai fait des recherches. Je suis allée en Pologne voir d'où il venait et d'autres choses de ce genre-là, un type de recherche poussée. Mais c'était une réflexion sur le mime. Combien de temps ? Je ne sais pas, 1 an, 2 ans, je ne sais pas. J'y réfléchis depuis longtemps. Le rapport surtout entre le mime et le yiddish. Alors ? C'est ça qui m'intéresse. Oui, bien sûr. Alors ? Une fois, quand j'étais petite, hein, et je lui dis, mais finalement, le mime, c'est comme le yiddish, et on le comprend partout, et puis, je sais pas, alors lui, tout de suite, il rejette ça, non, t'as rien compris, et puis il se lance sur un grand discours sur l'art du mime, il était intarissable là-dessus, mais très vite, j'ai compris que c'était un mode de communication. Il y en avait tellement dans la maison, parce que tout le monde parlait d'autres langues. Bien sûr. Donc, était le plus fort. Apparemment, le mime, il s'est lancé dans le mime pendant la guerre pour communiquer avec des enfants juifs qui ne devaient pas faire de bruit, qui ne devaient pas se faire remarquer. Oui, entre autres, il y a plein de légendes, je ne sais pas. Comment est-ce qu'on commence à être acteur ? Regardez Charlot quand il était petit, c'est son grande inspiration. Il l'imitait aussi, c'était les films silencieux. C'est un tas de choses en même temps. Alors, vous organisez une exposition qui va se tenir du 3 février au 28 février au Café des Psaumes, ce café social de la rue des Rosiers qu'on aime tant. Le vernissage aura lieu ce soir de 18h à 20h avec des lithographies, des affiches, des photos retrouvées du mime Marceau. On sait que le Café des Psaumes est beaucoup fréquenté par des gens, des survivants de la Shoah, des gens nés juste après. Ils ont absolument tous connu le mime Marceau. Oui, Carole Mann avec nous. Apparemment, on a un petit problème de communication. Donc, on va essayer de la retrouver. Nous parlons ce matin du mime Marceau, cet homme exceptionnel, donc auquel le Café des Psaumes, à travers Carole Mann, va rendre hommage du 3 ce soir d'ailleurs, et ce jusqu'à pendant 3 semaines. Voilà. On va peut-être écouter une pause. Ah non, Carole revient. Oui. Ah ben voilà, on s'est inquiété, Carole. Moi aussi. Oui, voilà. Donc, on parlait du mime Marceau avec vous. On parlait de l'expo qui va avoir lieu dès ce soir. Le vernissage est de 18h à 20h au Café des Psaumes. Comment avez-vous retrouvé tous ces documents et pourquoi ce lieu spécialement ? C'est un hasard ou c'est parce qu'en fait vous étiez sûr que le public du Café des Psaumes allait être particulièrement touché ? Il y a plusieurs choses à la fois. J'ai une amie et voisine qui m'a parlé de photos inconnues qui appartenaient à sa voisine en Bretagne qui, au début des années 70, avait été élève de Marceau et personne n'avait jamais vu ces photos. On ne sait pas qui les a prises.
alors, j'ai pensé, mais il faut les montrer, elles sont remarquables. Oui. Et j'ai évidemment au Café des Psaumes pour toutes sortes de raisons, parce que Marceau avait des liens avec Lausée, ses actes de résistance. Oui, Carole, ça a encore coupé apparemment. Ouais, on a vraiment un souci de communication ce matin avec Carole Mann. Et donc, on essaye, merci à Greg, à la réalisation technique, qui essaye de rétablir cette justement communication. Alors, si vous aimez le mime Marceau, eh bien, sachez que il sera au Café des Psaumes. Carole, de retour. Oui, je suis là. Alors, expliquez-nous, Carole. Donc, les documents qu'on va pouvoir voir viennent entre autres de Bretagne? Non, on a vraiment un problème. On va peut-être lancer une pause musique. On va peut-être lancer une pause musicale, je ne sais pas, car oui, on a un problème de communication avec Carole Mann. Moi, personnellement, c'est vrai que je fais partie d'une génération que les parents emmenaient voir, on nous emmenait voir le mime Marceau. Et c'est vraiment, moi j'invite tout le monde, toute génération confondue, à venir voir cette exposition. Ok, Carole, vous êtes de retour. Ah oui, Voilà, on ne sait pas ce qui se passe, mais bon. moi non plus. Ouais. Donc, ce sont des photos qui n'ont jamais été vues et on voit Marceau au travail. Parce que ce ne sont pas des photos de représentation, c'est ça qui est vraiment très intéressant. On le voit travailler avec ses élèves. Et ce sont des petites photos argentiques. Je n'ai pas voulu faire des tirages plus grands, originaux. C'est très beau. Il y a une ambiance formidable. Et j'y ajoute des litos, des affiches, certaines qui m'appartiennent, d'autres qui appartiennent à une autre cousine que vous connaissez peut-être, Michel Merovka. Non, mais une émission sur Radio J à Nice. Donc, voilà, donc plusieurs choses. Des choses que l'on connaît et certaines qu'on ne connaît pas. Bien et sûr. Ça va être... Alors, à la suite de cela, vous allez également donner une conférence dans le mois qui vient. Racontez-nous où, quand, comment. La conférence, c'est le jeudi 26 à 4h30 de l'après-midi au Café des Psaumes, et je parlerai un peu de la famille. Il y aura une ancienne... une femme qui s'est occupée de diriger la scène, qui a fait beaucoup de choses, qui était élève, Valérie Bochneck en parlera aussi. Et je parlerai de Marceau dans le privé, ce dont j'ai parlé dans mon livre. Oui. Donc vous évoquerez la mémoire de Marcel Marceau, qui fut quelque part le locuteur le plus éloquent, méconnu du yiddish. Il parlait yiddish couramment, en fait. Non, c'est-à-dire qu'il le parlait dans sa tête, je crois. Alors, c'est vraiment le propos de tout ce livre, c'est que la génération de Marceau et de ma mère, cette génération d'après et d'après-guerre et d'après, avait renié tout ça. Mais ça sortait par tous les pores. Ah oui. De même, et vraiment, tous les gestes. On a, dans la famille, on a même des façons de parler avec les mains. On n'est pas les seuls, mais... il y a un héritage. Il y a une gestuelle qui a été transmise. Absolument. Une de ses filles m'avait dit « Tu bouges comme papa ». Et je me rends compte que même ma fille bouge comme ça. Certains mouvements. Donc il y a des mouvements de famille, mais il y a aussi ce non-dit de cette culture juive héritée, malgré tout. Alors vous avez repris cet héritage, en fait. Oui. C'est quelque chose d'important pour vous, Carole Mann, qui est écrivaine, qui fait de l'humanitaire, etc. Oui, absolument. J'ai entendu le yiddish et il y a des expressions qui me sortent, je ne sais pas d'où, mais elles sortent comme ça. Et j'ai appris, j'avais étudié le yiddish par la suite. Bien sûr. C'est très précieux. Pour vous réapproprier, en fait, ce patrimoine qu'on ne vous avait pas légué. Absolument. Enfin, légué indirectement, parce qu'on ne le lègue pas direct, enfin, on n'en parle pas
de façon directe. C'est là, ce sont les conversations, pas pour les enfants, ce sont les engueulades. Là, il y en avait. Et les sous-entendus, les souvenirs, oh, etc. Et les sous-titres qui vont avec. Oui, bien sûr. Alors, vous l'avez connu dès votre naissance, le Marcel Marceau? J'habitais Londres, donc c'est chaque fois qu'il venait à Londres. D'accord. Ma mère et tout ça. Est-ce que vous pouvez évoquer un souvenir de lui, heureux ou malheureux, de votre enfance, quand vous l'avez rencontré? Est-ce que ça vous fascinait, le mime? Oui, bien sûr, parce qu'on allait à tous les spectacles. Oui. Une précisé. Et puis bon, mes parents se trouvaient en Angleterre parce qu'il fallait bien se trouver quelque part. Et on n'allait pas au théâtre sauf pour voir le mime Marceau. Donc on le voyait, il venait à la maison parfois. Il était assis dans la cuisine à parler avec ma grand-mère et un bâton rompu. Parce qu'il y avait la star, parce qu'il se mettait en scène tout le temps quand il parlait à quelqu'un. Il y avait la version maquillée et la version pas maquillée. Bien sûr. Et quand il parlait avec votre grand-mère, c'était dans quelle langue? Je sais pas, mais il parlait français. Je pense qu'il parlait français parce que avec l'Alsace, enfin je sais pas, il parlait français. Il est né dans Strasbourg français après tout. Oui. Et je pense français. Peut-être qu'il y avait de l'allemand. Je ne sais pas, je m'en souviens pas. D'accord. Alors, le mime Marceau fait intégralement partie de votre vie. Vous le mettez à l'honneur, à la fois à travers ce livre qui est sorti voici quelques mois, à la fois à travers l'expo, à travers la conférence que vous allez donner au Café des Psaumes. Bien sûr, on peut venir comme ça au Café des Psaumes quand le café est ouvert pour voir l'exposition. Qu'est-ce que vous espérez qu'on va vous en dire ou qu'on va vous demander? Est-ce que vous y avez pensé, Carole? Pas vraiment. Je sais qu'il y aura la génération qui dira « Ah, je me souviens ». Oui. Mais oui. Évidemment, dans l'idéal, je voudrais qu'il y ait des jeunes qui se disent « C'est qui celui-là? Ah, ça m'intéresse ». Oui, bien sûr. Il y aura un ancien professeur, des anciens élèves qui vont venir, qui vont en parler. Et c'est un très grand art qui mériterait d'être ressuscité. Alors, quand on vous entend, le mime Marceau, c'est une immense figure du mime français. Mais quand on vous entend, en fait, vous le réinstaurez dans ses origines. Et on comprend qu'en fait, ce mime français, entre guillemets, quand il mimait, il y avait beaucoup de culture juive et d'yiddish derrière. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, absolument. Et je crois que c'était pour ça qu'il a eu un tel succès en Union soviétique. Les autorités soviétiques voyaient un amuseur. Mais les Juifs qui accouraient, et ils se reconnaissaient complètement dans la gestuelle, c'était beaucoup plus subversif que ça en avait l'air. Je m'en suis rendu hier soir en y pensant. Alors, chaque nationalité voyait autre chose. Les Japonais en ont fait un monument vivant. Et c'est resté quelqu'un de très important dans la mémoire au Japon. Donc, il signifie d'autres choses à d'autres dimensions, parce que eux le rapprochaient du nom du kabuki, il a influencé le Buto aussi, et donc ils voyaient autre chose. Tous ces spectateurs voyaient autre chose, mais pour moi, je le voyais dans l'intimité. Je crois que c'était le public russe qui l'a peut-être le plus compris. Ah oui, le public russe. Grâce à vous, on espère que le public français, le nouveau public français, va lui donner encore une autre dimension. Le livre sera en vente, j'imagine. Oui. Enfin, je vous donne le titre. C'est le mime Marceau, sa cousine Rose, c'est moi, le yiddish et moi. Voilà, donc tout un programme. Le livre, je l'ai lu avec beaucoup d'attention quand il était sorti, et vraiment, je ne peux qu'inviter nos auditrices et nos auditeurs à le découvrir. Alors, Carole Mann, on vous retrouve dès ce soir, 18h au Café des Psaumes. On va vous laisser partir faire l'accrochage, et pendant les 3 semaines qui viennent, bien entendu, on se précipitera pour voir ces photos dont certaines sont inédites du mime Marceau. Et bien sûr, il y aura beaucoup de monde à votre conférence. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir et bonne journée. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Bonjour, c'est David Revaudalon. Retrouvez-moi tous les jours, du lundi au jeudi à 7h45 pour l'interview politique de Radio J. France, gouvernement, assemblée, campagne électorale, Israël, international. Chaque matin, un invité politique pour comprendre les grands enjeux contemporains à 7h45 dans le 6-9 uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Radio J. Cette semaine à l'UEJF. Lise Gutmann. Radio J. Youssef Murciano, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes président de l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France. Youssef, une école attaquée encore une fois. Oui, parce que c'est la dimension qu'on oublie. On l'a vu il y a quelques jours dans la nuit, l'école Beth Rana, l'école juive Beth Rana a été attaquée, des vitres brisées et la plaque qui, avec le nom de l'école et son caractère juif, a été arrachée et jetée dans un parc un peu plus loin. Évidemment, le parquet a requis les dégradations avec circonstances aggravantes d'antisémitisme. Dans les médias, quand on a relayé l'affaire, quand on en a parlé, il y a une dimension qu'on oubliait, c'était encore une fois l'école de la République qui était attaquée. Parce qu'il faut le dire aussi, c'était la dimension à l'époque à Ozar Torah en 2012 qui avait été oubliée. On a souvent dit que Samuel Paty c'était la première fois et Dominique Bernard c'était les premières fois où l'école était attaquée alors qu'avant il y avait eu cet attentat terrible d'Ozar Torah. Alors évidemment la nature n'est pas la même, l'intensité n'est pas la même, on parle là d'une dégradation, mais on est toujours dans la même logique où on se pose la question, est-ce que oui ou non, on comprend que cette école juive est aussi une école. Et ça, c'est une grande question donc je voulais en parler pour que on puisse chacun faire le travail auprès de nos collègues, auprès de nos camarades de classe, auprès de tous pour répéter cette dimension. Encore, l'école de la République a été attaquée. Encore, la communauté juive a été attaquée. Donc c'est vrai que c'est important. Les écoles juives sont des écoles. Exactement, ce sont des écoles sous contrat avec des enfants, comme dans toutes les écoles, qui y vont pour apprendre. Ils y apprennent sûrement l'hébreu, ils y apprennent sûrement des matières de Kodesh, mais ils y apprennent aussi le français, ils y apprennent les maths, comme tous les enfants. Et ça doit être un espace, comme toute école, un espace de sécurité, un espace d'accueil sécuritaire pour les enfants, un espace de détente aussi pour les parents. Quand des parents déposent leurs enfants à l'école, ils doivent pouvoir faire confiance à l'école pour s'occuper de la sécurité de leurs enfants et revenir les chercher tranquillement le soir. Cette menace, oui. Ces attaques-là sur cette école, ça vient avec un seul objectif, avec un seul but, c'est de faire en sorte de planter une graine de peur dans l'esprit des parents et de leur demander, de leur faire se poser la question, est-ce que oui ou non, demain, j'amènerai mes enfants à l'école? Et c'est ça l'objectif, cette terreur du quotidien, j'ai envie de dire, ces petits actes du terrorisme du quotidien qui veulent que les juifs se restent cachés et se maranisent. Oui, mais ça ne sera pas le cas parce qu'en fait, dans ces écoles également, les enfants apprennent à devenir des citoyens. Exactement, des citoyens fiers, des Français fiers, des Juifs fiers, et même des sionistes fiers, j'ai envie de dire. Et ce sera comme ça, qu'ils le veulent ou non. Et puis, d'ailleurs, ce n'est pas aux Juifs de France, et ça, on le répète encore une fois, c'est important de le répéter, parce que ça remet la responsabilité là où la responsabilité doit être. Ce n'est pas aux Juifs de France de pallier au danger de l'antisémitisme. C'est à la République française, c'est au gouvernement, c'est à la société civile dans son ensemble de faire en sorte que les étudiants, les élèves juifs, la communauté juive, que tous les citoyens français de confession juive qui se baladent, qui travaillent, qui vont à l'école, ont les mêmes droits que les autres citoyens français. Et c'est très important de comprendre ça sous le prisme d'une restriction des droits et des libertés fondamentales. Parce qu'en fait, aller à l'école, aller à l'université, poursuivre ses études, se balader, tout ça, ce sont des libertés fondamentales des citoyens. Et
ces libertés-là sont réduites, la liberté de circulation, la liberté d'enseignement, la liberté de pratiquer sa religion comme on l'entend, toutes ces libertés fondamentales sont réduites petit à petit à peau de chagrin à cause de l'antisémitisme et à cause de ces actes antisémites. Mais c'est pas à nous de protéger nos propres libertés. Alors évidemment, on va se battre pour les garder, mais c'est à la société civile, à la République française, à la police, au gouvernement de faire en sorte que nos libertés soient maintenues au même niveau que la liberté de tous les autres citoyens. Alors, ce matin, justement, vous prononcez le mot antisémitisme. Vous souhaitiez évoquer le thème autour de Marion Maréchal et l'antisémitisme, justement. Pourquoi, Youssef Murciano ? Il se trouve que Marion Maréchal, qui avait été l'une des fers de lance de la dédiabolisation du Front National, du Rassemblement National, et qui avait même, je vous le rappelle, quitté son nom. Elle avait, à une époque, quand elle s'était lancée en politique, elle s'appelait Marion Maréchal Le Pen. Oui. Et tout le monde le savait. Et puis, un jour, elle s'était débarrassée de son nom et elle était devenue Marion Maréchal, tout simplement, comme un héritage qu'on veut renier, un héritage qu'on veut oublier. Et ça, c'était un des actes de la dédiabolisation du Rassemblement National. Malheureusement, cette phase-là est complètement terminée et on le voit avec la publication de son nouveau livre qui s'appelle « Si tu es une Le Pen », donc qui d'une certaine manière réhabilite le nom Le Pen et qui, à travers cette réhabilitation du nom Le Pen, va dans les plateaux télé pour raconter les histoires de proximité entre elle et son grand-père Jean-Marie Le Pen. Et elle dit finalement sur BFM TV dimanche soir que Jean-Marie Le Pen, elle croit qu'il n'était pas antisémite. Oui, exactement, malgré le fait, et ça, c'est là où c'est intéressant, malgré le fait qu'elle ait condamné ses propos négationnistes et antisémites. Et alors, quelle conclusion en tirez-vous justement ? J'en tire la conclusion que là, on est en train de renverser complètement la vapeur. On est en train de renverser la vérité et d'aller derrière la vérité. Quand le racisme, l'antisémitisme, quand c'est une chose qui relève de la conscience de chacun, qui est à l'intérieur des cœurs et des esprits de chacun, elle utilise l'expression « on ne sonde pas le cœur et les reins ». Et elle dit c'est pour ça qu'il n'est pas antisémite. Mais j'ai envie de dire, je m'en fiche de savoir si au fond de son cœur, Jean-Marie Le Pen ou qui que ce soit est raciste ou antisémite. Ce qui est important en République, ce qui est important dans la réalité, ce n'est pas les croyances. Par exemple, moi, je crois dur comme fer que Jean-Marie Le Pen est antisémite. Marion Maréchal croit dur comme fer qu'il n'est pas antisémite. Nous sommes deux citoyens avec deux croyances contradictoires. On peut en débattre jusqu'à la nuit des temps, ça ne va rien changer. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas débattre. C'est les faits. Les faits, c'est les accusations, les phrases enregistrées, négationnistes, le point de détail de l'histoire, tout ce qu'on connaît, les propos homophobes, les propos racistes, tout ça, on connaît. Il y a eu des faits, puis des condamnations. Et ça, c'est factuel, ce ne sont pas des croyances. Et on ne va pas, en fait, débattre de faits, on va juste constater des faits. Et là, c'est le retournement parfait de Marion Maréchal qui nous explique que les faits ne sont pas importants, parce que les faits ne conditionnent pas finalement ce qu'il y a dans le cœur et dans les rangs de Jean-Marie Le Pen, malgré le fait qu'il ait dit des choses antisémites, malgré le fait qu'il ait fait des actes antisémites, qu'il ait été condamné pour antisémitisme, il ne l'est pas, selon elle. Et là, voilà, on rentre dans une logique qui paraît complètement tordue, et il faut s'en méfier, cette dernière phase de la dédiabolisation, qui veut dire que même si alors ce n'est plus... on se détache de l'antisémitisme, c'est là où on réhabilite nos liens avec les antisémites notoires qui ont fondé notre parti, notamment Jean-Marie Le Pen, en expliquant que malgré les condamnations, il n'est pas antisémite. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Youssef Murciano, d'avoir été avec nous ce matin. On vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même studio. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J.
Il est 10h30 et tout de suite on retrouve le rappel des titres avec Nina Alouche. Nina, bonjour. Bonjour Lise, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité, toutes les maisons du kibboutz Nir Oz endommagées lors du massacre du 7 octobre seront démolies, à l'exception d'une seule qui sera préservée à des fins historiques. Le projet de commémoration prévoit aussi de collecter et exposer certains abris endommagés comme monuments au lieu où les victimes se sont réfugiées, de créer une salle commémorative supplémentaire et de rénover le musée du kibboutz. Le parquet israélien va inculper un soldat de 21 ans pour le meurtre d'un jeune druze survenu le 8 janvier sur la route 6 dans le nord d'Israël après une dispute routière. Le soldat hors service au moment des faits est en détention, tout comme son frère aîné, arrêté pour suspicion de falsification de preuves. Il n'est pas encore clair si ce dernier sera inculpé. Le président iranien Massoud Pezeshkian donne l'ordre d'engager des discussions avec les États-Unis, et ce, à la veille d'une réunion prévue vendredi à Istanbul entre responsables américains et iraniens. L'armée israélienne annonce avoir découvert et détruit un stock de plus de 100 obus de mortier dans des sacs de l'UNRWA. La cache a été trouvée par des soldats de la 7e brigade blindée déployée à l'est de la ligne jaune dans le sud de la bande de Gaza. Donald Trump réclame